Bien, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle édition des Matins Népériens. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, les Matins Népériens, c'est un format que nous faisons à peu près aujourd'hui toutes les 6 semaines, tous les 2 mois. L'objectif, c'est donc de vous offrir déjà un peu de curation sur l'actualité du SEO et puis de proposer à chaque fois des sujets de conférences sur des thèmes qui intéressent habituellement les webmasters. Et nous avons donc à chaque fois pour objectif d'accueillir des invités qui peuvent nous amener un éclairage sur des sujets de digital marketing en général, qui peuvent être intéressants donc également à aborder. Alors, comment ça va se passer? Là, vous avez accès à différentes fonctionnalités sur l'interface de Zoom Webinar. Si vous avez des moments où vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main. Donc, ça permettra d'identifier que vous avez quelque chose à nous dire ou à nous signaler. Donc, la fonctionnalité lever la main se trouve donc en bas de l'interface. Si vous souhaitez interagir avec les autres participants ou avec nous, vous pouvez utiliser donc l'espace de discussion, le chat. Donc certains l'ont déjà fait. Et puis, donc, si vous voulez poser des questions, par contre, je vous demande instamment d'utiliser uniquement l'option Q&A, questions et réponses, parce que ça évite en fait de voir les questions que vous posez donc aux panélistes se mélanger avec les discussions dans le chat, et c'est la meilleure solution pour qu'on puisse identifier toutes les questions posées, bien vérifier qu'on y a répondu, et ne pas passer à côté de choses qui auraient été demandées dans le chat et qui auraient été ensevelies sous les autres discussions. Bon, donc ça, c'est quelque chose à retenir. Il faut absolument utiliser pour les questions les fonctionnalités de Q&A. Et n'hésitez pas à poser des questions, hein. On a prévu toujours un peu de marge de temps pour qu'on ait le temps de voir ces questions à la fin de chaque intervention. Donc ça, c'est donc sur l'aspect technique. Alors, sachez qu'on peut aussi, dans certains cas, et donc ça, c'est des cas dans lesquels on a vraiment le temps de discuter avec vous, vous permettre d'intervenir directement dans la discussion en activant votre micro et votre caméra, en vous permettant de participer comme un panéliste à l'événement. Donc, n'hésitez pas à nous signaler si vous avez envie d'intervenir au cours de notre webinaire. Voilà, alors je vais commencer à partager mon écran. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer via le chat que, effectivement, vous arrivez à bien voir la présentation de ces matins népériens? Oui, non? OK, alors, puisque tout fonctionne, on va déjà vous présenter, on aura l'occasion de le faire avec les intéressés dans quelques minutes. Vous présenter l'invité du jour, c'est la société App Annie. Et nous aurons donc la présence de Jean-Luc Detzel et de Emma Grant qui participeront tout à l'heure à notre webinaire pour vous parler d'un sujet qui est un sujet SEO mais très spécial sur l'optimisation des applications des App Store. Et on va parler notamment de l'ASO pour le iOS 15. Et donc ça, c'est un sujet assez avancé sur lequel, évidemment, App Annie, on vous expliquera tout à l'heure ce que fait App Annie, mais App Annie est forcément une application qui est en pointe pour arriver à identifier quels sont les résultats que vous obtenez en ASO. Donc, ça sera la conférence qui passera tout à l'heure à 11h15. Alors, le programme aujourd'hui va être le suivant. Donc là, on est dans cette phase d'introduction et d'accueil qui était programmée à 10h. À 10h15, à peu près, je pense qu'on va commencer un petit peu plus tôt, on va aborder la question des actualités du search marketing. Il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis notre dernier webinaire.
Et donc, on aura l'occasion de le détailler pour vous. Dans la foulée, je ferai une intervention sur le content marketing et l'e-commerce. Et donc là, l'objectif, ça sera eh bien, de tordre le cou à quelques idées reçues sur qu'est-ce qu'il faut faire en matière de création de textes SEO, d'optimisation à base de contenu pour les sites e-commerce. Mon objectif étant de vous apprendre à éviter de dépenser donc, de l'argent, des ressources et du temps pour rien, et de vous concentrer, faire vous concentrer sur des sujets à fort retour sur investissement. À 11h15, je passerai la parole donc, à l'équipe de Apani pour vous apporter donc, ces informations sur ce qui change avec le lancement d'iOS 15. Et à 11h45, on parlera données structurées. Alors là, j'ai eu un parti pris qui est de se concentrer sur les données structurées pour les sites e-commerce, mais évidemment, tout ce qui est dit est applicable également à tous les types de sites. Mais voilà, comme on n'avait qu'une demi-heure, j'ai vraiment concentré la conférence sur les données structurées pour les sites e-commerce. On verra que là aussi, il peut y avoir un problème de ROI. C'est des chantiers qui sont assez chronophages, l'optimisation à base de données structurées, et il faut faire attention justement à bien implémenter les bonnes données et uniquement à bon escient pour éviter de se lancer dans des chantiers qui finalement ne vous apporteront pas beaucoup de bénéfices en matière de visibilité et de génération de trafic. Donc, comme ça vous a été dit, on a prévu après une petite session one-to-one à partir de 12h15. Il y a des gens qui se sont inscrits, donc vous n'avez pas été oubliés, donc c'est prévu donc à 12h15. Et donc, pour certains, la conférence arrêtera donc à cette heure-là, et pour d'autres, donc seulement à 12h30. Voilà. Alors oui, donc une information au passage, notre agence recrute. Elle recrute des développeurs, elle recrute des consultants SEO juniors et seniors, à Levallois-Perret et à La Rochelle. On aura l'occasion de vous parler de notre actualité par rapport à notre implantation à La Rochelle. Et voilà, donc et on recrute également des gens pour nous aider sur les projets de recherche. Donc, si ce que fait Neper vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un message et un CV, une lettre de motivation. Et évidemment, on se fera un plaisir d'examiner ces candidatures. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Neper et qui n'ont pas vu la petite vidéo d'introduction qui résumait en 2 minutes 30 qui nous étions et ce que nous faisons. Neper est une agence qui travaille sur deux chantiers aujourd'hui. C'est d'abord de pouvoir proposer des services de consulting SEO essentiellement et de search marketing en général à des clients. Mais aussi, on fait beaucoup de recherches à l'heure actuelle sur les modèles de langue pré-entraînés, avec pour objectif de préparer les outils qui vont être utiles dans les années qui viennent pour arriver à faire des sites web qui resteront des sites web adaptés aux évolutions du web et des moteurs de recherche. Alors, le groupe Neper, c'est à la fois une société conseil en digital marketing. On a également cette activité de création d'outils qui, pour l'instant, couvre essentiellement une activité de recherche. On a également un centre de formation dans une société séparée qui s'appelle KnowWhy et qui est capable en fait de réaliser des formations sur tous les sujets de digital marketing. La société KnowWhy est également la société qui est derrière les événements Searchwhy. Peut-être que certains d'entre vous ont participé aux événements Searchwhy précédents à Paris. Il y a également une édition qui existe à Genève, qui est une édition internationale. Et là, pour information, pour l'instant, le prochain événement Searchwhy est prévu en juin 2022
en format mixte, à la fois présentiel et distanciel. Et donc, on aura l'occasion de vous en reparler dès que l'événement sera complètement monté. Et voilà, le prochain SearchWhy Paris est prévu donc en juin 2022. Bien, alors parlons maintenant un petit peu de l'actualité du SEO et digital marketing. Donc là, on va surtout se concentrer cette fois-ci sur des sujets de pur SEO. Alors déjà, on va peut-être parler de l'actualité de l'agence Nepper, pour une fois n'est pas coutume. Donc depuis quelques jours, depuis le début du mois d'octobre, en fait, nous avons une nouvelle implantation à La Rochelle. C'est donc des locaux qui nous sont offerts par donc l'agglomération de La Rochelle dans le cadre d'une pépinière d'entreprise qui s'appelle Créatiotique. Et on a pu intégrer cette pépinière tout simplement parce que, outre le fait que nous sommes une agence de conseil en SEO, en search marketing, nous avons aussi une véritable activité de recherche. Nous sommes une jeune entreprise innovante qui a le statut de JEI. Et ça nous a permis de rentrer dans l'écosystème des startups de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir, grâce à ça, interagir avec tous nos voisins. Donc, dans nos voisins de palier, on a carrément la Technopole de La Rochelle, mais aussi énormément de startups innovantes qui travaillent sur différents sujets digitaux, mais aussi donc en matière de développement durable, etc. Et c'est tout à fait intéressant d'avoir cet environnement qui va être extrêmement stimulant pour la suite et qui est évidemment quelque chose qui va nous inciter de plus en plus à innover. Donc là, pour ceux qui nous connaissent, on a déjà déployé pas mal de technologies et de méthodologies nouvelles en matière de SEO depuis notre création, qui est pourtant récente. Eh ben, on ne va pas s'arrêter là, et ce, grâce justement à notre activité de recherche. Donc aujourd'hui, on emménage donc dans cette pépinière entreprise qui s'appelle Créatiotique à La Rochelle, mais ce n'est pas tout Nepper qui a déménagé à La Rochelle. Hein. On a en fait aujourd'hui deux implantations, une à Levallois-Perret, l'autre à La Rochelle, et les équipes de consultants SEO sont également réparties entre les deux agences pour information. Alors, toujours dans l'actualité, on vous signale qu'on a été présent au SEO Campus. Alors, on a dû voir certains d'entre vous sur notre stand. On a eu l'occasion de faire une présentation justement d'une méthodologie nouvelle, puisqu'on en parlait, qui s'appelle le SEO Speed Testing. Et si vous voulez avoir accès à cette présentation, je vous ai mis le lien vers notre SlideShare, enfin, c'est mon SlideShare perso en l'occurrence. Pour ceux qui sont adhérents au SEO Camp et qui ont acheté un billet en ligne ou donc en présentiel pour le SEO Campus, vous avez également accès au replay de cette conférence, à la captation de cette conférence. Voilà, je vous invite à aller consulter cette présentation pour découvrir cette nouvelle méthodologie d'analyse qui permet véritablement de se rendre compte de l'évolution de ce qui marche et ce qui ne marche pas en SEO. Et ça permet de comprendre ce qui est efficace pour un site donné dans un contexte donné et d'éviter de faire des erreurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important d'apprendre à faire maintenant. On aura l'occasion au cours des conférences de voir des cas dans lesquels l'application des règles SEO habituelles donne des résultats contre-intuitifs. Et donc ça, c'est particulièrement important de savoir les détecter pour éviter d'avoir des résultats qui sont complètement contraires à ce que l'on peut attendre normalement sur un site Internet. Alors, concernant l'actualité à proprement parler du SEO, il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées au cours de la messe annuelle de Google Search, qui s'appelle Search On. Donc, tous les ans, depuis quelques années, Google organise une espèce de grande conférence où sont invités
tous les journalistes qui suivent l'actualité de Google Search, mais également un certain nombre de partenaires. L'objectif étant donc de pouvoir présenter les innovations en fait, qui vont être introduites, soit immédiatement, soit un petit peu plus tard dans Google Search. Alors, si vous voulez donc avoir un aperçu complet de ce qui s'est dit, je vous invite à aller consulter l'article que nous avons écrit sur le blog pour donc, savoir justement l'intégralité des informations diffusées au cours de Search On. Mais donc, on va déjà vous parler des principales nouvelles qu'il faut retenir de ces annonces. Alors, d'une manière générale, Google a décidé d'avancer sur beaucoup de changements d'UX qui vont créer en fait une manière de consulter la page de résultats beaucoup plus visuelle. Et en fait, on s'attendait par exemple à ce que la recherche vocale révolutionne à brève échéance la manière d'utiliser le moteur de recherche. C'était un petit peu le discours de Google il y a encore quelques années, sauf qu'aujourd'hui, le focus est clairement placé sur la recherche visuelle et tout ce qui a trait donc à l'exploitation des vidéos, des images dans l'interface du moteur de recherche. Donc voilà, donc là, ce que vous voyez à droite, c'est donc une nouvelle présentation des pages de recherche qui sera déployée dans quelques semaines, d'abord aux US probablement, ensuite sur les autres pays, puisqu'ils annoncent que ça va être déployé d'abord sur les requêtes en anglais. Ça permet de pouvoir avoir sur la page de résultats des images beaucoup plus grandes que celles que l'on a aujourd'hui, et d'une manière générale, de pouvoir sélectionner des résultats en fonction des visuels qui sont mis en avant. Alors ça a évidemment des conséquences sur donc le CTR, sur la manière dont les résultats vont être sélectionnés par les utilisateurs. Et donc, évidemment, c'est quelque chose à surveiller, mais ce n'est pas encore en place, c'est pendant quelques semaines. Alors, côté shopping, donc il y a un an, on avait eu la création des Shoppable Ads. Là, c'est vraiment quelque chose qui concerne uniquement les résultats organiques. C'est l'expérience de recherche Shoppable. Donc là, l'idée, c'est encore d'ajouter une expérience de recherche visuelle et qui donne accès à beaucoup d'informations utiles sur des requêtes qui dénotent une intention d'achat. Donc, par exemple, sur des requêtes de type achat de vêtements, là, ce que l'on voit, c'est la présence dans le flux de visuels qui présentent différents styles, donc différentes couleurs de vêtements, des informations utiles comme les magasins qui se situent à proximité, donc des guides de style, des vidéos, et en fait, c'est une exploitation de quelque chose que Google avait annoncé il y a maintenant de nombreux mois, c'est-à-dire d'une ontologie, donc une base de données qui contient non seulement des informations de manière classique, mais qui conserve également les relations entre ces informations. Eh bien, cette ontologie Google Shopping Graph avait été pour l'instant relativement peu utilisée dans l'interface, et là, c'est vraiment une utilisation complète des données qui figurent dans cette base ontologie Google Shopping Graph. Donc là, on a une expérience de recherche qui permet de passer d'une recherche classique à quelque chose qui est censé déclencher des achats en boutique. Donc là, depuis des années, Google peine un petit peu à convertir en fait son moteur de recherche qui sert avant tout à trouver de l'information. Donc, on a un moteur de recherche qui est efficace sur des recherches transactionnelles. C'est clair qu'une bonne partie du business part aujourd'hui chez Amazon. Ils veulent leur part du gâteau. Et évidemment, ce style d'évolution va dans le sens de pouvoir court-circuiter la recherche sur Amazon et donc de pouvoir demain, éventuellement, prélever plus de commissions pour avoir de la visibilité sur le moteur de recherche Google
en dehors du fonctionnement habituel avec les annonces qui figurent sur les pages de résultats. Alors, autre chose qui a été déployée donc, sur pas mal de pays, là, c'est quelque chose qui est déjà en place, hein. C'est ce qu'on appelle l'In-Store Inventory. Donc, il y a quelques mois, Google avait proposé d'étendre un petit peu les valeurs d'attributs sur la disponibilité des produits pour avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé, savoir exactement pour quelles raisons un produit n'était plus en stock, si ça veut dire que… Voilà. Et donc, cette information beaucoup plus qualitative permet aujourd'hui à Google de pouvoir donner une information en temps réel sur, quand on cherche un produit, sur quels sont les magasins qui ont ces produits en stock. Et ça, c'est assez fort. La France fait partie des pays sur lesquels c'est testé. Et donc, évidemment, là encore une fois, ça permet de faciliter la conversion d'une recherche en une vente. Alors, là, il n'y a pas de date par rapport au déploiement de ça. Toujours dans les évolutions de visuel de l'interface, il y a déjà donc, sur Google pas mal de fonctionnalités qui permettent de raffiner une recherche. Ça veut dire que l'on peut avoir tapé une requête et derrière pouvoir taper quelque chose de plus précis pour avoir ces résultats. Et Google peut suggérer déjà dans l'interface aujourd'hui des liens pointant vers une requête un petit peu plus précise. Donc là, c'est le raffinement de requête. Donc là, il y a un petit changement d'interface. Donc il y a plus de liens proposés avec des boutons donc arrondis, plus visibles. Et par contre, il y a aussi donc la possibilité d'élargir la recherche à des catégories avec là, par contre, des suggestions qui sont extrêmement visuelles. Donc là, c'est quelque chose qui va apparaître sur le moteur de recherche dans les mois qui viennent. Donc là, je le redis, il n'y a pas de date pour l'instant par rapport au déploiement de cette nouvelle fonction de raffinement ou d'élargissement des requêtes. Alors, dans les choses qui sont assez étonnantes dans l'évolution de Google, depuis quelques mois, sur le site Google US, on a une fonctionnalité qui permet d'avoir plus d'informations sur un résultat. Là, comme vous le voyez, il suffit de cliquer sur les trois petits points et on a tout de suite toute une série d'informations qui s'affichent sur le résultat. Donc, qui est l'éditeur du résultat, donc quels sont les avis sur l'éditeur du résultat, mais aussi des informations sur la raison pour laquelle cette page est présente. Est-ce que l'URL s'affiche dans les résultats de Google parce que c'est la géolocalisation qui a provoqué son apparition? Est-ce que c'est parce que on est sur une page qui est détectée comme ayant la langue définie dans l'interface de Google, etc., etc. Donc, ce n'est pas une information complète sur quels sont les critères de l'algorithme qui expliquent la présence de cette URL en tête des pages de résultats, et ça donne déjà des informations de contexte qu'on n'avait pas avant sur comment est-ce que Google comprend cette page et du coup pourquoi est-ce que dans certains cas cette page s'affiche alors que normalement elle ne devrait pas être là. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça existe aux US, ça va être déployé sur l'ensemble des pays anglophones ces jours-ci. Et bientôt, évidemment, on attend sur l'espace francophone. Ça fait déjà quelques semaines que l'aide pour la fonctionnalité à propos, ça s'appelle à propos en français, existe dans l'aide de Google en français. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google étend aujourd'hui cette fonctionnalité à l'ensemble des pays, alors qu'en réalité, elle est très, très peu utilisée. Il y a très, très peu de requêtes sur lesquelles, au cours de la session, les gens cliquent sur About This. C'est assez caché. Mais pourtant, Google juge intéressant de fournir ces informations. Alors, dans les nouveautés également, il y a les premières applications de MUM, donc le modèle de langue préentraînée nouveau que Google
a annoncé il y a quelques mois. Donc, MUM est un modèle de langue qui permet, contrairement à BERT, qui est centré sur le texte, de comprendre non seulement ce qu'il y a comme texte sur une page web, mais aussi les autres médias, comme les images et comme les vidéos. Et donc, on voit que pour l'instant, les applications de MUM sur les aspects texte sont toujours donc pas implémentées. Hein. Il n'y a pas vraiment de nouveautés annoncées là-dessus, à part quelques tests très restreints. Par contre, on voit que déjà, Google commence à exploiter le modèle MUM pour des sujets comme la meilleure compréhension des vidéos, la meilleure compréhension des images. Donc là, ce que l'on voit dans ce cas-là, c'est l'exploitation de MUM pour arriver, après la consultation d'une vidéo sur YouTube, mais aussi, ce n'est pas encore le cas, mais ça va apparaître sur la page de recherche tel que c'est montré sur la petite animation. Sur la page de recherche, après la consultation d'une vidéo, vous avez toute une série de vidéos et d'images qui sont suggérées grâce à la compréhension qu'a l'algorithme de ce qu'il y a dans la vidéo. Donc là, avant, sur une image, par exemple, il fallait qu'il y ait du texte en contexte, ou des légendes, ou des informations dans le nom de l'image, pour que Google comprenne ce qu'il y avait sur l'image. Là, aujourd'hui, avec des outils comme MUM, donc la compréhension de ce qu'il y a dans les vidéos et dans les images est très renforcée. Et donc, ça permet de faire des choses beaucoup plus pertinentes qu'avant. Alors là où c'est spectaculaire, c'est lorsque MUM est appliqué à Google Lens. Bon, Google Lens, vous savez, c'est une application qui va d'ailleurs faire son apparition sur Chrome dans pas longtemps. Donc, Google Lens permet de photographier un objet et derrière, l'application va vous donner plein d'informations qui sont fournies par le moteur de recherche sur cet objet. Alors, si vous photographiez la Tour Eiffel, ça va vous donner des informations tirées de Wikipédia sur quand est-ce qu'elle a été montée, qui est l'architecte qui l'a créée, etc. Là, grâce à MUM, ce qui apparaît, c'est une fonctionnalité de chat, de questions, en langage naturel, qui permet d'appeler d'autres images et d'autres informations directement en interagissant via le chat avec la fonctionnalité Google Lens. Donc là, l'idée, par exemple, c'est de photographier une chemise et de dire, en fait, voilà, moi, ce que je veux, c'est pas des chemises, en fait, c'est des chaussettes avec ce motif. Et donc là, l'outil est capable, derrière, de comprendre la nouvelle requête et de trouver, grâce à MUM, les images qui contiennent et ce motif et qui sont des chaussettes. Donc, c'est quelque chose qui est assez bluffant. On comprend mieux grâce à ça les nouvelles possibilités offertes par les modèles de langue préentraînés multimodaux. Alors, multimodal, ça veut dire que ça intègre dans une page web des informations non seulement sur le texte, mais aussi sur les images, sur les vidéos, sur tous les actifs numériques. Alors, dans les choses les plus révolutionnaires qu'on a eues récemment, alors ça, ce n'était pas dans Google Search On, c'est apparu comme ça. Alors, pas exactement comme si ça se fait nulle part, hein, puisqu'on a vu les tests être effectués à gauche et à droite sur cette fonctionnalité depuis de nombreux mois. Aujourd'hui, depuis quelques jours, sur Google US, lorsque vous allez sur la version mobile de Google, eh bien, au lieu d'avoir 10 résultats sur la première page et après un bouton More Results, ce que vous avez aujourd'hui, c'est 40 résultats qui sont explorables avec un défilement continu. Donc ça veut dire que la première page de résultats comporte 40 résultats. Et donc, évidemment, ça change pas mal la donne. Alors déjà, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de sites qui apparaissent en première page de résultats, du coup. Alors, est-ce que ça change beaucoup le CTR? Donc là, on a fait les tests. Et en fait, côté SEO, ce qu'on voit, c'est que ça change pratiquement rien, en fait, en termes d'impact sur le CTR. C'est vraiment à la marge.
L'impact est réel, mais il est très, très, très faible et quasiment indécelable. Par contre, il y a un gros impact en SIA, c'est que du coup, si vous avez une page qui fait donc 40 résultats et qui fonctionne avec les règles d'avant, eh bien, par exemple, toutes les annonces qui figurent en bas de page sont quasiment, ont perdu en visibilité. Donc, Google a changé son système. Ils n'ont pas trop communiqué sur la façon dont ça fonctionnait vraiment. Donc, on sent ils s'attendent à devoir changer un petit peu les choses en fonction des réactions des gestionnaires de comptes Google Ads et puis des résultats qui vont être observés en situation réelle sur la manière dont ces nouvelles espaces pour les annonces vont être utilisés. Donc là, il y a un vrai impact en termes de CTR sur les annonces SIA. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que il y a moins de résultats en bas des pages, évidemment, et qu'il y en a plus en page 2, donc en tête de page 2, pour arriver à compenser les changements sur le SIA. Donc, côté SEO, l'impact est quasiment indécelable. Il y en a un, mais il est indécelable. Et côté SIA, il y a un vrai impact. Et donc, ça veut dire qu'il faut, en cas de déploiement sur la France, être extrêmement attentif aux changements qui vont être provoqués par cette modification d'interface. Alors, évidemment, la logique, ça serait de déployer ça sur tous les pays, bien sûr, mais aussi de l'étendre à la version desktop, parce que on comprend que pour des raisons d'UX, ça soit plus important de le faire sur mobile que sur desktop, mais a priori, Google se réserve la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Donc on n'a pas vraiment de réponse claire de Google là-dessus. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est pas prévu? En tout cas, il n'y a pas de date pour l'extension vers la version desktop. Et donc, l'extension aux autres versions pays de Google Search devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Dernier point important à signaler depuis le 19 octobre, donc c'est très récent, depuis avant-hier, on a une nouvelle version du guide Equality Rater. Alors, pourquoi c'est important? De plus en plus, moi, j'ai des gens qui me demandent pour quelles raisons leur site a du mal à apparaître en tête des résultats sur des requêtes. Pourquoi est-ce que les concurrents gagnent en visibilité? Pourquoi eux reculent? Et dans beaucoup de cas, c'est tout simplement parce qu'on voit qu'il y a des problèmes de qualité perçue et que les scores EAT sur ces sites-là ne sont pas très très bons comparés aux concurrents. Alors cette histoire de score EAT, ça vient directement du document qui s'appelle le guide Equality Rater. Ce n'est pas un score de Google, c'est une notion que les évaluateurs humains qui sont dans le programme d'Equality Raters sont censés utiliser pour évaluer les pages. Donc là, il faut bien comprendre que ce guide Equality Rater, il sert à faire des évaluations par des humains des pages de résultats de Google. Ça ne sert pas directement dans l'algorithme. Donc les critères qui sont exposés là sont des critères qui sont faits pour être utilisés par des humains. Lorsque on dit que Google utilise dans son algorithme des scores de type EAT, c'est un abus de langage. En fait, Google cherche à simuler avec un algorithme automatique les décisions que prennent les humains pour évaluer l'autorité d'une page, le niveau d'expertise qui est apporté par une page et la confiance qu'on peut accorder au contenu d'une page. C'est quelque chose qui est fait avec une approche complètement différente de celle qui est faite par les évaluateurs humains. Mais évidemment, le fait de comprendre la manière dont Google appréhende le scoring par les humains permet de se rendre compte si effectivement on est dans la bonne direction par rapport à ces critères-là. Donc la lecture de ce guide est indispensable, je dirais, si vous avez vraiment envie de mieux comprendre comment Google perçoit la notion de qualité, la notion d'expertise, d'autorité, de trust, la manière dont le contenu est également évalué, la manière dont les contenus secondaires,
sont également, comme les avis ou les commentaires, sont évalués dans le cadre de l'analyse des pages. Comment est-ce que les notions de réputation sont appréhendées par les évaluateurs humains. Donc, il y a beaucoup d'informations comme ça qui permettent véritablement de vous faire une idée précise sur ce qui, aux yeux de Google, est important et n'est pas. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement différent des a priori que la plupart des webmasters ont sur qu'est-ce qui fait qu'une page est considérée comme étant une page de qualité par Google. Et c'est important de bien comprendre la différence. Donc là, lecture du guide Equality Rater est absolument indispensable pour ça. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à la version d'avant, il n'y a pas eu de vraie révolution dans cette nouvelle version du guide. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été clarifiées. Les exemples sont plus faciles à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées pour que les évaluateurs humains comprennent mieux quel était l'objectif poursuivi. Et donc, ça veut dire que c'est une version qui est beaucoup plus accessible que celle d'avant. Donc, je vous invite à la consulter. Les principales modifications, c'est que ce qu'on appelle les sites email, Your Money, Your Life, c'est une notion qui a été étendue donc, par rapport à ce qui existait avant. Donc, les sites Your Money, Your Life sont des sites qui parlent de sujets sur lesquels Google considère que c'est inadmissible d'avoir en tête des résultats des gens qui ne sont pas légitimes. Donc des gens qui diffusent des fake news, des gens qui font la promotion financiers pour les gens, des choses qui peuvent avoir des conséquences également sur la santé. Enfin, voilà. Donc là, on est sur des sujets sensibles. Et donc, cette liste de sujets, entre guillemets, sensibles a été clarifiée et étendue. Bien, alors, au passage, je signale quelques autres articles qui ont été publiés récemment sur le blog. Donc, je vous incite à aller les consulter. Donc, on a notamment essayé d'étendre un petit peu ce qu'avait fait Google. Google avait fait une expérience d'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on pouvait, en analysant les courbes de la Search Console, comment détecter l'origine d'une baisse de trafic SEO. Là, on a eu l'occasion de traiter ça de manière un petit peu plus large parce que l'article de Google était assez, c'était un peu un raccourci. Là, on a essayé de le développer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. Donc, on a également introduit la manière d'utiliser l'attribut data no snippet pour faire en sorte que le contenu de votre résultat ne soit pas un bout de code que vous n'avez pas envie de voir en tête des pages de résultats. Sur le title Guidon, donc là, c'était quelque chose qu'on avait abordé lors du dernier Matin Népérien. Vous savez, Google a changé sa manière de fabriquer les pages de résultats. Le titre maintenant qui est choisi est plus souvent qu'avant sélectionné dans des balises qui ne sont plus les balises title. Et donc, le problème, c'est d'arriver à détecter les cas dans lesquels c'est effectivement ce qui arrive et de pouvoir éventuellement intervenir pour corriger l'édition de Google qui, on l'a vu par le passé, n'était pas toujours extrêmement heureuse. Voilà, donc là, c'est un article qui vous donne les outils permettant de détecter ça facilement. Et depuis quelques temps, on a commencé une série d'articles, donc essentiellement qui vont intéresser les e-commerçants, pour parler de l'impact SEO qu'ont les outils PIM, PCM, DAM et MDM. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les PIM, c'est les Product Information Manager, donc les gestionnaires d'informations produits. C'est des outils qui permettent de gérer des catalogues et qui s'interfacent avec les CMS, les sites web.
Mais ces outils, en fait, servent non seulement pour, évidemment, fabriquer un site web, mais aussi pour les logiciels de caisse et pour donc, les logiciels de stock ou pour la logistique. Voilà, donc là, vous trouverez dans ces articles pourquoi est-ce que c'est important de se pencher sur la manière dont ces PIM sont structurés et sur la manière dont les données sont réutilisées pour fabriquer le site web. Le pendant du PIM, c'est le DAM. Donc là, c'est la même chose, mais pour stocker des informations non structurées sur les produits, donc tout ce qui est images, vidéos, les PDF, les PowerPoint, tout ce que vous pouvez avoir comme actifs numériques qui peuvent être rattachés donc, à des produits. Et le MDM, ça intéresse essentiellement les sites internationaux qui ont des problèmes donc de diffusion de données produits donc sur plusieurs pays. Et là, ça veut dire qu'on doit traiter des données maîtres sur un pays et qui ensuite sont réparties sur différents sites pays. Et là, ça a aussi des conséquences pour les SEO. Donc, c'est assez pointu, mais tous les gens qui travaillent sur des gros sites e-commerce comprendront à quel point donc, ces sujets sont également importants dans leur quotidien. Alors, si vous voulez avoir accès régulièrement à toutes les nouvelles qu'on vient de voir, les articles du blog, etc., et aux actualités de l'agence, eh bien, n'hésitez pas donc à vous inscrire. Le formulaire est sur la page d'accueil du site Nepper. Vous inscrire à la newsletter